Peut-être quelques mots sur déjà mon engagement, pourquoi j'ai souhaité participer à ce comité de gouvernance comme coprésidente. J'ajouterais dans la très externe présentation très développée que vous avez fait que je suis aussi membre du Haut Conseil pour le climat, que vous avez, je crois, auditionné récemment. Et c'est aussi dans cet aller-retour entre les analyses de ce Haut Conseil, pour lequel moi, l'installation duquel j'ai beaucoup œuvré depuis plusieurs années. Et je me réjouis qu'on ait aussi un organe scientifique qui permette un peu de réfléchir et de prendre un peu de distance par rapport un peu au cours, disons, quotidien des choses. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que cette question de la situation climatique est évidemment très préoccupante pour tout le monde. On a eu une année de 2020 la plus chaude enregistrée par Météo France, enfin pas seulement par Météo France, par tous les organismes météorologiques. Et la motivation pour moi de m'associer à cet exercice nouveau, c'est vraiment, peut-être la plus fondamentale, c'est répondre à cette urgence signifie un changement très profond des sociétés où nous vivons. Aller à émissions net zéro en 2050, ce à quoi d'ailleurs la France s'est engagée aux côtés d'autres pays européens, mais aujourd'hui maintenant de plus en plus de pays, signifie, quand on regarde d'ailleurs ce qu'on est capable de faire en faisant un peu mieux que le quotidien, il y a un décalage considérable entre ce qu'on devrait faire, et on le mesure dans les deux rapports que le Haut Conseil a publiés pour la France. On est très en dessous déjà de ce que la France s'était donné comme objectif de réduction annuelle. Notre objectif devrait être dans le passé d'avoir été de réduction des émissions de 1,5% par an. En fait, il va falloir qu'on accélère déjà par rapport à cette norme que nous n'arrivons pas à remplir puisque nous sommes encore une fois très en dessous. Les émissions françaises ont baissé de 0,9% par rapport à 2018 en 2019. Et très largement parce que 2019 a été une année assez chaude et que les besoins de chauffage ont été limités. Donc on est dans un décalage très grand entre les objectifs qui sont pris au plan politique, et auquel évidemment je m'associe complètement, et la réalité de la politique et des changements sur le terrain. Alors, on a quand même des choses qui sont positives, et c'est pour ça qu'il faut accompagner ce changement. Évidemment, l'accord de Paris que j'ai eu le privilège de négocier il génère un effet domino positif en tout cas. On ne peut pas dire évidemment, aujourd'hui on n'en est pas au résultat sur l'économie réelle, mais l'Union européenne a provoqué finalement un mouvement important dans la Chine, aujourd'hui rejoint par les États-Unis, et beaucoup de pays émergents se fixent aujourd'hui un objectif qui paraissait en 2015 complètement hors de portée, qui sont de baisser les émissions à zéro net, c'est-à-dire en enlevant les puits de carbone en 2050 ou peu de temps après. Donc on doit revoir tous nos objectifs, on doit renforcer nos stratégies, notamment la stratégie nationale bas carbone française. On est la stratégie nationale bas carbone française qui franchement, et vous me permettrez de ne pas être très diplomate là, n'est pas du tout la feuille de route de tous les ministères du gouvernement français. Et c'est une référence qui, au fond, n'influence pas aujourd'hui, pour l'instant, les politiques d'une façon générale. Et c'est sans doute, évidemment, l'objectif de ce nouveau projet de loi. Donc, tout ça veut dire que s'il n'y a pas d'engagement de la société important, et aujourd'hui, je préside la Fondation européenne pour le climat qui essaie de soutenir les actions des citoyens, pas seulement des citoyens, mais aussi des entreprises et de tous ceux qui veulent aller plus vite. Le seul constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un consensus dans la société, sans doute, pour percevoir le risque climatique. Les études que nous avons financées de notre destin en commun montrent qu'il y a un facteur d'unité dans la société française sur la perception de ce risque et la nécessité d'y lutter. Donc, ce n'est pas un facteur de division comme ça a pu l'être, ou ça l'est encore, aux États-Unis par exemple. Mais qu'en même temps, les changements sont si profonds qu'une décision seulement par le haut
n'a pas fonctionné. Parce que c'est beaucoup de choses, c'est des comportements individuels, c'est des choix collectifs, c'est aussi des programmes évidemment gouvernementaux. Et donc la conscientisation rapide, les mouvements de jeunesse, évidemment les inquiétudes par rapport à l'agriculture, à l'alimentation, au transport, on voit qu'il ne faut pas reporter les choix, mais qu'en même temps ces choix ils doivent être partagés. D'où l'intérêt de l'exercice de la Convention citoyenne, puisqu'il y a à la fois la compréhension des enjeux et des problèmes, et en même temps la difficulté et l'impossibilité de les conduire dans un cadre existant. Rappelons-nous évidemment la crise des Gilets jaunes et la réaction très vive, en tout cas de groupes de population, à cette augmentation de la taxe carbone. On sait aussi, et l'étude de Carbone 4 l'a montré, qu'on peut, bien sûr, on peut recommander aux uns et aux autres d'être vertueux, mais le citoyen français le plus vertueux, même s'il faisait tout comme un héros, ne jamais plus prendre l'avion, presque jamais sa voiture, ne ferait que entamer bien peu les émissions françaises, 25% au fond de ces 11 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, qui sont la totalité des émissions quand on compte les importations. Et encore une fois, bien sûr, les émissions françaises, d'origine française, faites sur le sol français, elles sont moins élevées, en dessous de 6 tonnes d'équivalent CO2 par an, mais nous importons le reste. Et en 2050, net zéro, c'est net zéro pour tout le monde, c'est pas net zéro pour la France et puis les autres feraient autrement. Donc il y a cette espèce de budget carbone qui nous contraint et une grande difficulté politique, pas celui de ce gouvernement seulement, des précédents aussi, à répondre à l'enjeu. Et donc il faut un grand changement. Et il me semble que le fait de recourir à la consultation citoyenne, ce qui est certainement un exercice dans son ampleur originale en France, et il faut évidemment saluer l'intention du gouvernement, du président de la République de lancer cet exercice, mais il n'est pas nouveau, d'autres pays l'ont fait. On pense évidemment à l'exemple célèbre de l'Irlande sur des questions sociales très très difficiles. L'hypothèse faisant que si les citoyens sont consultés directement dans un processus où il y a un processus non pas de sondage mais de réflexion et d'élaboration des politiques, eh bien on a une chance de savoir au fond où en est la société française et du coup l'élaboration de ces politiques d'être plus raccord, plus en phase avec ce que pense la société. Puisqu'au fond, et ça m'a toujours frappé comme... bon, je m'occupe du climat depuis beaucoup trop longtemps, parce que ça devrait déjà être réglé, mais je suis toujours frappée de ce qui vient tout de suite dans la bouche de beaucoup de responsables politiques, alors là, vraiment de beaucoup d'appartenance, de dire les citoyens ne sont pas prêts. Et au fond, le mieux, c'est de leur demander ce qu'ils sont prêts à faire, et surtout qu'est-ce qu'ils souhaitent que le collectif fasse, puisqu'encore une fois, individuellement, ils ne peuvent pas faire tellement de choses. Enfin, ils peuvent faire des choses, mais ils peuvent surtout construire le consensus pour que la société change. Donc, je vais peut-être raccourcir mon propos introductif et essayer de répondre à vos questions. Donc, je pense qu'effectivement, elles sont nombreuses, oui, c'est pour ça, il faut que je me discipline. Vos questions sur, d'abord, au fond, la qualité démocratique de l'exercice, je crois qu'il y a, et j'en ai discuté en tout cas, malheureusement pas avec vous, mais dans le processus lui-même, avec la commission des lois de l'Assemblée nationale, on peut comprendre l'émotion des élus. Mais ces conventions citoyennes n'ont absolument pas, évidemment, ça me paraît même tomber sous le sens, vocation à remplacer l'exercice démocratique représentatif. Sinon, je crois qu'on marcherait sur la tête. En revanche, il y a vraiment une relation importante entre citoyens et élus, je dirais, aussi importante d'ailleurs qu'entre citoyens et ceux à qui ils ont délégué leur pouvoir de décision, qui me paraît être quelque chose qui permet, peut-être progressivement, de restituer, reconstruire la confiance des citoyens dans les institutions de la République. Je ne vous apprendrai rien sur l'état de défiance, c'est pas seulement en France, c'est dans vraiment beaucoup de pays démocratiques, et c'est un moyen, il y en a beaucoup d'autres, et il ne faut certainement pas sacraliser celui-là, mais d'instaurer un dialogue à condition que, et cette convention citoyenne a permis d'aller très loin, puisqu'on n'a pas seulement demandé l'opinion de ces citoyens,
dans un cadre effectivement réflexif, mais de proposer des solutions. Donc des solutions qui sont des solutions assez abouties, très abouties dans certains cas. Je dirais que peut-être c'est maintenant à la représentation nationale dans toute sa diversité de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux processus, nouvelles opportunités pour que ce dialogue, non pas entre deux mandats, entre deux début et fin de mandat au moment on se présente devant les électeurs, mais aussi devant des citoyens qui sont aussi en charge de ces changements au même titre que les élus. Et donc, on n'a pas aujourd'hui de mécanisme. Mais sans doute vous, en plus qui êtes ancré dans les territoires, vous voyez déjà beaucoup d'exercices de cette nature ou proches se réveiller. Donc, est-ce qu'il nous faut des règles ? Il nous faut juste, d'abord, je dirais, pour l'instant, beaucoup d'expérimentation et de tirer les leçons de ces expérimentations. Ce qui me paraît très important, en revanche, et à garder, c'est qu'une fois l'exercice fini, il faut qu'il y ait un grand respect pour le travail de ces citoyens et ne pas les traiter, je dirais, à la légère. Tous les gens ont travaillé. Je sais qu'il y a eu 2 conventions citoyennes qui se sont déroulées dans les territoires il n'y a pas très longtemps, notamment dans la région Occitanie. Considérer la valeur de ce travail me paraît être, là, encore une fois, la condition de la continuité ou de la reconstruction de la confiance. Vous m'avez demandé aussi, donc sur la méthode, il y a certainement des choses à améliorer. Je pense qu'il faut faire un bilan maintenant plus spécifique. Mais je crois qu'en tout cas, on a prouvé 2 choses, que les citoyens français sont attentifs à la chose publique et ne sont pas désengagés et passifs. Ce ne sont pas des enfants, ils ont des idées assez claires et ils peuvent en être responsables. Et ils sont prêts à faire des choix difficiles à condition qu'ils soient mûris collectivement. Est-ce que le projet de loi, mais Jean-Pierre Cabrol développera cela davantage, s'il le veut bien, puisque c'est à lui de juger et non pas à moi. Mais bien sûr, on est loin quand même, en très grande partie, parce que toutes les mesures de la Convention, et vous avez raison, Monsieur le Président, il y a beaucoup plus que 149. 149, c'était une technique de vote pour qu'on puisse voter dans des délais normaux. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et même celle-là, on sait qu'on n'arrivait pas au moins 40% avec celle-là. Et d'ailleurs, c'est toujours difficile à chiffrer. Il y a des questions évidemment sur l'étude d'impact qui a été faite très rapidement et présentée pour le projet de loi par le gouvernement. Donc de toute façon, on n'est sans doute pas à la barre que nous étions en train de chercher. Mais tous les retards, au fond, quand on regarde un peu le projet de loi, c'est au fond reprendre des idées, une bonne partie d'entre elles, pas toutes. Effectivement, vous avez pointé le numérique. On peut pointer d'autres secteurs qui sont absents. Mais pour le reste, c'est beaucoup on prend du temps. On repousse dans le temps les obligations, on repousse dans le temps les objectifs. Si j'avais une coloration à donner généralement de ce projet de loi, c'est plutôt ça. Il y a des secteurs qu'on a effectivement oubliés. Les instruments fiscaux sont mal acceptés, manifestement, par le gouvernement. Je pense à cette question de les TVA différenciés sur un certain nombre de produits. Mais pour le reste, on reprend un peu la philosophie, mais on décale dans le temps. Et c'est peut-être ça qui me préoccupe, parce qu'on n'a pas le temps. Je regarde la question certainement compliquée de l'électrification du transport en France. On voit que nos collègues britanniques ont décidé que c'était 2030, la fin de la vente des véhicules électriques. Je pense que ce mouvement va s'étendre très très rapidement à d'autres pays, je pense à l'Allemagne en particulier, et puis que sinon on va être envahi de véhicules chinois extrêmement rapidement. Alors est-ce que c'est raisonnable de repousser encore, Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. La rénovation des bâtiments, si on n'y va pas beaucoup, avec un processus d'industrialisation de la rénovation, donc une organisation de la filière, et ça prend du temps. Si on ne le fait pas maintenant, avec cette question d'obligation, non pas à repousser à très loin, mais ça n'a pas l'effet d'entraînement et d'organisation que tous les ministres qui se sont occupés de ce secteur du bâtiment connaissent. Il y a une résistance, c'est normal, mais il y a un moment où justement il faut pouvoir bâtir dessus. Est-ce qu'il y a eu co-construction ? Je dirais là-dessus, au fond, la qualité de ce processus, en tout cas dans notre esprit, avec Thierry Pêche, qui est le comité de gouvernance que nous avons animé,
c'était de dire les citoyens font leurs propositions, ils sont écoutés. Alors l'interprétation du sans filtre a été assez extensive, ça c'est vrai, on peut le dire, parce qu'il y a eu beaucoup de jokers quand même. Mais c'est après au gouvernement et surtout ensuite à la représentation nationale de prendre ses responsabilités. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de co-construction, moi, ne me choque pas. Mais bon, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a une espèce de phase 2 au fond. Il y a la phase 1 de la Convention citoyenne, ses propositions, la phase 2 de l'élaboration des projets de loi, des règlements de la loi de finances. Et puis peut-être qu'il faudrait avoir un moment de retour, non pas seulement du jugement, là c'est ensuite, ça va être le jugement des citoyens sur le projet de loi, mais quelque chose qui serait plus interactif. Ça, il faut peut-être créer quelque chose. Je n'ai pas participé évidemment au groupe de travail et donc je ne sais pas comment, Jean-Pierre Cabrol le dira mieux que moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense qu'effectivement, ce qui me paraît peut-être le plus préoccupant, c'est dans le mandat des citoyens, la question de justice sociale était posée par la lettre de mission du Premier ministre. Les citoyens l'ont pris très au sérieux. J'ai l'impression que ça a disparu plutôt des réflexions. Il y avait beaucoup de propositions très intéressantes. Alors je vois qu'il y en a qui reviennent après la réunion entre le président de la République et les citoyens sur les chèques alimentaires. Mais je pense que très sérieusement, cette question de la justice sociale, précarité des ménages, il y a tout de même 14% des ménages français qui sont concernés par la précarité énergétique. C'est 50 000, et c'est beaucoup, hein. Mais c'est pas qu'en France, mais c'est beaucoup. Beaucoup de gens dont le budget est très largement impacté par la facture énergétique, que ce soit transport, chauffage, etc. Et aujourd'hui, tout ce qui est la technologie de l'information, qui sont de façon très sournoise, si on peut dire, consomme ce budget de... Et par ailleurs, on a une inégalité territoriale majeure vis-à-vis du risque du changement climatique. Elle est forte. Hein. La France est un des pays qui sera les plus impactés. Bon, j'ai pas. Et donc, du point de vue de l'ambition, je pense que, d'une façon générale, et là, je reprendrai ce que disent mes collègues du Haut Conseil, on n'y est pas encore, certainement pas. En plus, à un moment de renforcement de l'objectif européen. Pour 2030, hein, la même date que notre moins 40%. Il va falloir qu'on revoie certainement nos objectifs. Je suis d'accord avec vous que l'absence du numérique est un vrai souci. Les émissions liées aux technologies de l'information, lorsqu'on est passé de la 3G à la 4G, ont bondi. Il n'y a pas vraiment de raison que ça soit différent. En tout cas, ce n'est pas prouvé que ce soit différent entre passer de la 4G à la 5G, par exemple. Voilà, côté, je crois qu'il faut sans doute un moment de réflexion. Ce serait, je trouve, extraordinairement utile que vous, avec vous comme représentant, vous y réfléchissiez à quels seraient les mécanismes pour créer cette relation, s'il y en avait une, et sous quelle forme, je dirais, entre ces deux moments très importants que sont le vote. Qu'est-ce que c'est les formes de consultation? Est-ce que ça doit être essentiellement dans le cadre territorial? Quelle est la valeur, justement et je me réjouis de voir votre vigilance sur le projet de loi, parce que je crois qu'on doit reconnaître l'effort considérable des citoyens et penser, comme les sondages nous le disent, que les citoyens sont derrière une très très grande majorité des mesures qui sont proposées par la Convention citoyenne. Merci, j'ai été longue et ensuite, il faudra que je regarde les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Merci, Mme Fabiana. Je vais donner la parole à M. Cabrol. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, Monsieur le Président, mesdames, messieurs. Merci déjà de nous recevoir et de nous porter cette attention. Et j'ai la lourde tâche de parler au nom des 150. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par me présenter. Donc je m'appelle Jean-Pierre Cabrol, j'ai 58 ans bientôt. Je vis en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc. Face au Mont-Blanc d'ailleurs, dans une vallée qui s'appelle la vallée de l'Arve, l'une des vallées les plus polluées de France, en l'occurrence. Je suis chef d'entreprise. C'est confirmé par notre collègue Cyril Pellevat. Qui est... Voilà, d'accord. Enchanté. Voilà, il faut préciser les choses assez rapidement. Donc, je suis chef d'entreprise et mon métier, ce sont les matières plastiques, le recyclage.
Voilà, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier et c'est pas pour autant que j'avais une notion très précise du dérèglement climatique et de l'impérieuse nécessité de travailler à l'amélioration de notre climat. Je vais vous parler assez rapidement de l'état d'esprit dans lequel nous sommes arrivés, de ce que nous avons appris et puis de ce qui nous est apparu comme important dans la défense de nos mesures. Nous sommes pour la majorité tous arrivés non écolos et nous en sommes repartis de la même façon de cette convention. La notion que nous avions, et comme je vous l'ai expliqué, du dérèglement climatique et de la nécessité de bien faire, ça a été un peu au bout de notre jardin, c'est-à-dire que l'information qui circule en France sur la nécessité de recyclage ou de bien faire pour notre environnement est relativement limitée. Au cours du premier week-end de nos 7 sessions, nous avons appris et reçu une multitude d'informations sur le dérèglement climatique, les causes et les effets. Et je dois vous dire que pour la majorité d'entre nous, la question était de savoir s'il fallait poursuivre ou rentrer chez nous en courant et attendre que les choses se passent et voire ignorer un petit peu ce que nous avions appris. Les choses sont les suivantes. Si rien n'est fait, en 2050, la température moyenne augmentera entre 3 et 5 degrés. D'accord ? Les accords de Paris, vous le savez, c'est de limiter à 1,5 degré l'augmentation des températures. Si rien n'est fait à la fin de ce siècle, c'est presque la moitié de la surface terrestre qui ne sera plus habitable pour des dérèglements climatiques, évident. Et pour respecter les accords de Paris qui sont aujourd'hui obsolètes en termes de réduction de gaz à effet de serre, puisque l'Europe a décidé de passer à moins 55%, il faut pouvoir chaque année, à partir d'aujourd'hui, réduire de 7,5% nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Ce sur quoi nous avons travaillé, la réussite de cette convention, c'est que l'objectif qui nous a été fixé était on ne peut plus clair, impossible d'en dévier. C'est de réduire de 40% à 2030 dans le respect d'une justice sociale. L'organisation que nous avons vécue était assez simple, c'était d'identifier les principaux groupes pollueurs, et en l'occurrence, ce sont le premier, le transport, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas simplement la voiture, c'est aussi le maritime, c'est l'aérien. Le deuxième, c'est l'agriculture, c'est 27%. Et le troisième poste important, c'est l'habitat, 25% des émissions de gaz à effet de serre. La représentativité de cette convention, c'est, alors vous le savez, c'est un tirage au sort. J'ai un petit peu de vécu, excusez-moi, je m'étouffe un peu avec mon masque, mais ça va passer. Le sujet est de pouvoir vous expliquer clairement, simplement, et dépassionner un peu le débat, puisque ça fait quand même presque un an qu'on est dessus. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas être impliqué, et, enfin, autant de temps sans être un peu passionné sur le sujet. La représentativité des 150, merci. Merci. Les 150, je vous disais, c'est effectivement une véritable représentativité de la population française. J'ai que 58 ans, je suis un jeune garçon, mais j'ai quand même passé pas mal de gens dans ma vie, et effectivement, je peux vous assurer que j'ai vu les mêmes personnes au sein de la Convention. C'est-à-dire des gens qui avaient une intelligence assez extraordinaire, des gens avec des égos démesurés, des gens très simples, des gens qui n'avaient pas d'idées, de tout âge, de tout bord, politique, de toute culture générale et de tout milieu social. Le formidable de cette convention, c'est d'avoir eu la capacité de nous écouter tous, de nous entendre et de pouvoir travailler ensemble. Nous avons travaillé par groupe, par rapport aux groupes identifiés comme étant des groupes pollueurs ou émetteurs de gaz à effet de serre, et nous avons tous ensemble travaillé sur les mesures qui nous paraissaient les plus essentielles en termes d'efficacité. Sur la réalité de gain des émissions de gaz à effet de serre de notre rapport, nous ne l'avons pas mesuré par manque de temps et puis également parce que le travail qu'il était nécessaire de faire pour le mesurer est immense et important. Donc il existe au sein de la Convention un groupe d'appui qui se charge aujourd'hui d'essayer de quantifier la réduction proposée par nos mesures. Et le lien que je pourrais faire par rapport au projet de loi, c'est qu'effectivement,
Il nous a été dit que, et c'est vrai, je pense que le constat est une réalité, même si on n'a pas une unité précise, une mesure précise de nos mesures, que nous n'atteignons pas les moins 40%. Mais ce n'est pas pour autant que le projet ou que les futurs projets de loi doivent faire moins. Bien au contraire, ils doivent faire plus. Je rappelle qu'il faut réduire, à partir d'aujourd'hui et chaque année, de 7,5% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc en application, si on décidait aujourd'hui un projet de loi qui permettrait d'appliquer certaines mesures à partir de 2028, comme j'ai pu le lire, on ne sera pas dans les clous. Donc le sujet n'est pas de dire en 2030, ça y est, l'ensemble des mesures permettent de réduire de 40% parce qu'elles sont effectives en 2030. Ce n'est pas une réalité. Il nous faudra 10 ans supplémentaires. L'effort qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui sera d'autant plus difficile si on ne le fait pas maintenant. Demain, ce n'est pas moins 40, c'est moins 55. Et après-demain, ce sera peut-être moins 65 ou moins 70%. Donc au-delà de tout aspect politique des choses que je peux prendre en considération, nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas des professionnels de la politique et du climat, mais nous avons une réflexion simple et claire sur la nécessité impérieuse de travailler à des mesures nécessaires pour la réduction des gaz à effet de serre. Non, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Je vais juste revenir sur 2 points que j'ai notés dans ce qui a été dit par Laurence, qui sont est-ce que le climat et les efforts qui sont nécessaires sont un facteur de division au sein de la société? Je ne le crois pas. On l'a vu, comme je vous l'ai dit, on est une représentativité de la France et on était tous d'accord sur la nécessité impérieuse de travailler. Je crois que l'essentiel ou le manquement important au sein de nos sociétés, c'est l'information. Je vous l'ai dit, nous sommes arrivés avec plein d'informations. Et nous avons pris une claque monumentale au premier week-end avec toutes les informations que nous avons pu recevoir sur les causes et les effets. Je crois qu'aujourd'hui, et pour avoir discuté avec mes voisins, mes amis, les gens que je peux retrouver dans mon village, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Les gens ont conscience qu'il est nécessaire et qu'effectivement le climat se réchauffe, peut-être un peu plus au pays du Mont Blanc, parce qu'on voit un peu le Mont Blanc l'été qui commence à fondre un peu plus qu'habituellement. Mais ça s'arrête là, ça ne nous change pas la vie. J'ai souvent tendance à assimiler le fait que le dérèglement climatique, c'est un petit peu comme le tabagisme. C'est-à-dire que tous les matins, vous pouvez continuer bien. Et puis un jour, le diagnostic va tomber. Et là, c'est un peu tard, malheureusement. Donc je crois qu'il est nécessaire de se mettre un peu en marche. Et par contre, immédiatement, sur la nécessité de, même si ça nous coûte effectivement de l'argent, même si effectivement c'est un changement de vie, qu'il y a des efforts assez importants à faire, eh bien, il faut le faire, parce que demain, ça sera pire. Ça sera plus, il faudra faire plus, ça sera plus douloureux, ça sera plus difficile à mettre en œuvre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage, effectivement, qui était un témoignage intéressant d'un industriel qui, en plus, travaille au recyclage du plastique. C'est intéressant. Et je pense que je crois que vous avez eu une phrase qui est forte, c'est celle qu'il faut communiquer. Parce que c'est vrai qu'on donne toujours l'impression d'essayer de casser quelque chose qui pour ceux qu'on casse, marche. Mais je crois qu'il faut effectivement donner des explications, revenir sur ces explications pour essayer de convaincre et de faire comprendre. Et la comparaison avec le tabac est quelque chose d'intéressant. Merci pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Evelyne Perrault. Oui, merci, Président. Madame Tobiana, j'ai une question pour vous. Rapporté à l'ensemble de l'effort que doit faire la France pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, quelle est la part des 149 propositions ? Peut-on évaluer en pourcentage l'impact de toutes ces propositions en économie de CO2 par rapport à la totalité de l'effort à fournir ? Et en miroir, quel impact pour l'activité économique ? Merci. Prendre 3 questions de suite et puis après vous répondrez. On va couper les questions. Renan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez dit en introduction, et puis on en a beaucoup parlé à travers les différentes interventions, que actuellement la loi, c'était à peu près la moitié du chemin par rapport à l'objectif.
Mais l'objectif, au moment de la Convention citoyenne, était à moins 40% en 2030. Et depuis, l'Union européenne a fixé un objectif à moins 55% en 2030. Ce qui veut dire qu'en fait, la loi telle qu'elle est aujourd'hui tient plutôt un tiers de l'objectif. Donc, évidemment, on n'est pas du tout sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. C'est extrêmement clair. Donc, du coup, deux questions. La première, et là aussi ça a été un petit peu dit par Laurence Tubiana tout à l'heure, et vous venez de le dire concernant les actuels travaux de la Convention citoyenne, je pense qu'une des difficultés, y compris pour le Parlement et pour les décideurs en général, c'est qu'on est assez peu adossé à des scénarios quantitatifs crédibles, y compris à des scénarios alternatifs qui permettent aux politiques de prendre des décisions, mais en étant adossés à l'objectif. Et l'objectif, c'est moins de 55% en 2030. Donc, je voulais poser la question à Laurence Tubiana, y compris en tant que présidente de la Fondation européenne sur le climat, de savoir où on en est finalement de ce travail sur les scénarios quantitatifs qui, moi, me semble quand même une vraie faiblesse aujourd'hui du débat, y compris pour éclairer la représentation nationale. Et derrière, la deuxième question est... Laurence en a un peu parlé finalement à travers l'exemple des véhicules électriques, c'est que je pense qu'il y a un grand absent dans le débat stratégique aujourd'hui qui est pourtant absolument incontournable, qui est l'Europe. Quand on parle par exemple des émissions importées, c'est clair que ce n'est pas le cadre national qui est le cadre central. Le cadre central, c'est le cadre européen, c'est les grands accords internationaux, c'est peut-être demain un mécanisme aux frontières sur la tonne CO2, et que là, quand on regarde les stratégies des pays européens, ce que je fais aussi avec ma propre association, quand on regarde par exemple la mobilité, la stratégie de la Suède est inverse de celle de la Norvège, encore très très différente de celle de l'Allemagne ou de la nôtre, et que finalement il n'y a pas de stratégie commune, industrielle ou politique des différents pays européens, et que ce morcellement ne permet pas en fait d'atteindre l'objectif. Donc ma question à Laurence Tubiana, c'est de voir où on en est finalement du rapprochement des politiques publiques en Europe et aussi de la volonté de l'Union européenne d'aller dans ce sens-là. Merci Ronan. Je salue nos collègues qui nous suivent en visio et je donne la parole à Nicole Bonnefoy. J'espère que ça va mieux, Nicole. Oui, merci Président. Bonjour Madame Tubiana, bonjour Monsieur Cabrol, bonjour à mes chers collègues. En ce qui me concerne, je suis co-rapporteur avec mon collègue Rémi Pointreau d'une mission d'information sur le transport des marchandises face aux impératifs environnementaux. La Convention citoyenne a formulé un certain nombre de propositions sur le sujet, mais je souhaitais avoir votre sentiment général sur la question du transport des marchandises à destination des particuliers. Vous avez dit tout à l'heure que le transport ou les transports étaient, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les plus importants. Donc, ne pensez-vous pas qu'en plus des dispositifs relatifs au verdissement de véhicules, c'est-à-dire uniquement les réponses techniques ou technologiques et des différents leviers fiscaux, nous devons questionner le modèle existant et interroger nos modes de consommation. Il me semble par exemple que le développement du juste à temps, ce système économique juste à temps, est particulièrement néfaste sur le plan environnemental. Vous avez dit tout à l'heure que les citoyens sont prêts à s'engager, étaient prêts à faire des choix difficiles à condition qu'ils soient mûris collectivement. Est-ce que sur ce point-là, c'est-à-dire le changement de notre modèle, vous pensez qu'on peut faire en sorte que les citoyens participent à ce changement? Par ailleurs, l'avant-projet de loi porte résolument sur les dimensions domestiques de la question. Or, beaucoup d'aspects de cette problématique sont également internationaux et notamment européens. Je pense bien sûr à la taxation du kérosène pour les vols internationaux, les normes environnementales pour les véhicules, le verdissement du transport maritime, le transport routier, etc. D'après vous, comment faire pour que les travaux de la Convention pèsent également à l'échelle européenne? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Je vais quand même donner la parole à Philippe Tabarot parce que comme il est rapporteur sur Ferroviaire Transport et autres, je pense qu'il va être dans le même registre. Philippe.
Oui, merci Président. Je vais enchaîner sur la question de notre collègue Nicole Bonnefoy et dans l'esprit de la mission transport de marchandises qui nous a réunis hier pour 3 auditions avec Rémi Pointreau bien sûr et les collègues. Hier, nous avons auditionné des transporteurs de marchandises qui nous ont paru de bonne foi, qui nous ont paru avoir pris conscience de la situation écologique et clairement montré leur volonté de décarboner. Après, ils nous ont dit un certain nombre de choses. Ils nous ont dit qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'énergie propre adaptée à leur type d'activité, notamment pour une montée en puissance. On parle beaucoup aujourd'hui de l'hydrogène. Ils ont été amusés de voir les décisions que le gouvernement prenait dans le cadre du plan de relance pour l'hydrogène pour cette année ou pour l'année prochaine, alors que dans le cadre de leur activité, pour eux, l'hydrogène, c'est très loin. Deuxièmement, ils ont considéré qu'il n'y avait pas de production suffisante, notamment sur notre continent, de matériel pour permettre le renouvellement de cette flotte qui doit être particulièrement conséquente chaque année pour la décarboner, comme vous l'imaginez. Et troisièmement, ils nous disent que leur modèle économique ne supportera pas un certain nombre de décisions qui sont prévues, soit par la Convention, soit dans le cadre du projet de loi, notamment sur une hausse supplémentaire de la TICPE. Alors, de manière plus générale et un peu dans le sens de la question de notre collègue Nicole Bonnefoy, ne pensez-vous pas que certaines de vos propositions ne sont pas applicables, notamment à des citoyens de bonne foi et qui veulent faire quelque chose pour la protection de la planète, d'un côté, mais qui souhaitent quand même qu'en 24 heures, leur colis Amazon soit livré et gratuitement. Merci. Je vous donne la parole pour porter une réponse à ces séries de questions. Je suis sûre que Jean-Pierre Cabrol aussi sur certaines, enfin, encore une fois, ce sont eux les auteurs de ces mesures. Oui, c'est vrai, les questions de Madame, comme celle de Ronan Dantec, au fond, économiquement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, toutes ces mesures? Et vous avez raison de poser la question. D'abord, est-ce que du point de vue du climat, et c'est vrai que on revient aujourd'hui à ce que nous devons faire en plus. Hein, pourquoi? C'est qu'en 2020, si l'Union européenne a changé son objectif, hein, qui était de moins 40%, ça a été la proposition en 2015 et qu'elle a été relevée à 2020, c'est qu'en 2020, tous les pays, c'est l'accord de Paris, devaient revenir avec des propositions plus raccords, plus cohérentes avec l'objectif de limitation des températures à moins de 2 degrés, ou éventuellement, possiblement, même si la fenêtre est très étroite, il faut le reconnaître, à 1,5 degré. Et de ce point de vue, donc, ça tout le monde le sait, tout le monde le savait, d'ailleurs la France s'est battue hein, pour qu'on ait un objectif plus ambitieux pour 2030. Donc il y a déjà ce premier problème, c'est qu'effectivement, il y a un décalage aujourd'hui entre la stratégie nationale bas carbone pour 2030, ce qui a été demandé aux citoyens, et le renforcement... donc on a annoncé ça en 2020 et en 2021 à Glasgow, on va expliquer comment on va faire. Hein, comment on va faire pour arriver à d'abord avec un nouvel objectif national. Alors, c'est toujours très difficile parce que, évidemment, tout se tient. Hein, je l'entends avec cette réflexion sur le transport des marchandises. Il n'y a pas de solution magique sur le transport des marchandises, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, la question des équipements. Il y a un débat sur est-ce que vraiment on va pouvoir aujourd'hui ne rien faire sur les camions ou quand même en fait faire beaucoup. Et il y a tout un débat. Il y a 5 ans, on aurait dit le camion électrique, ça n'existe pas. Il y en a déjà qui roulent. C'est encore cher, c'est encore un peu loin, mais c'est en train d'arriver comme on pensait qu'il y a 5 ans, de dire qu'en 2030 ou en 2022, hein, le prix de la voiture électrique il serait compétitif avec le prix de la voiture à essence. Personne n'y pensait. C'est juste parce qu'il y a une accélération du progrès technologique, parce qu'il y a des indicateurs de politique économique qui font que l'économie réelle suit ou se transforme. C'est pour ça que l'évaluation quantitative, elle est forcément plus systémique. On sait, Jean-Pierre Cabrol l'a rappelé, il faut vraiment faire quelque chose sur le transport.
Il faut faire quelque chose sur l'agriculture. C'est difficile, c'est aussi très systémique. Hein. C'est pas plus mettre d'essence sur les tracteurs, c'est plein de choses qui peuvent faire que l'agriculture devienne, au contraire d'ailleurs, un facteur positif de la lutte contre le changement climatique et non pas un secteur émetteur net. Et pareil pour le bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme scénario aujourd'hui ? Il n'y en a pas beaucoup parce que la plupart, je ne veux pas être trop technique, mais la plupart des modèles économiques qui essayaient de comprendre quels allaient être l'impact des mesures de lutte contre le changement climatique, il y a une première génération de modèles qui essayaient de mesurer le coût et d'avoir évidemment le coût le plus bas et d'arbitrer entre le coût et le résultat. Donc, au fond, comment on optimise le coût de la réduction de la tonne de carbone. Ces modèles, en fait, ont un gros défaut, c'est pour ça qu'ils sont en train d'être maintenant abandonnés. C'est qu'ils faisaient comme s'il n'y avait pas de coût du changement climatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème des maisons dans le cordon littoral, qu'il n'y avait pas de dégâts des tempêtes sur les centrales électriques, etc., etc. Et du coup, on s'est vu une espèce de contradiction entre des modèles qui disaient il vaut mieux ne rien faire et attendre qu'on soit plus riche dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, et à ce moment-là, on aura probablement les solutions. Et les évaluations des coûts, non pas futurs, mais déjà actuels, hein, je n'ai plus les chiffres en tête de ce que les compagnies d'assurance ont publié cette année, mais il se trouve que dans certains pays maintenant, des compagnies d'assurance refusent d'assurer les risques climatiques parce que c'est juste trop cher. Donc, la tradition des modèles a du coup changé, et en se disant, si on se place en 2050 et à net zéro, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? D'où cette analyse des secteurs, et au fond, quel est un peu le résultat économique. On est en plein démarrage de ces scénarios, et en tout cas pour la France, il y a eu un certain nombre d'études, la plupart qui ont été menées par le cabinet de consultation Ernst & Young, qui a montré qu'en fait, alors je vais prendre deux exemples. Celui d'Ernst & Young qui dit il y a un potentiel de création d'emplois, effectivement, et donc au contraire, avec un taux de croissance qui est celui qu'on peut espérer, bon, alors selon qu'on est optimiste ou optimiste sur la relance économique après la crise Covid, si on tourne autour des 1,5, 2% de croissance par an, de croissance potentielle, on peut avoir le même taux de croissance, ou peut-être plus élevé, avec un basculement de l'investissement vers, dans ces trois secteurs, de l'investissement vert. Et donc en détaillant les secteurs où on crée des emplois. Ça ne veut pas dire qu'on n'en perd pas dans d'autres secteurs ou qu'il n'y a pas des changements très importants à apporter. Donc il y a évidemment tout le coût de compensation, de transition professionnelle, de nouveaux équipements, puisque ces équipements, par exemple, de camions, même si la flotte change très souvent, vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est un secteur où l'équipement, il faut le renouveler très fréquemment, ce qui est d'ailleurs, au fond, une chance. Mais c'est vrai que ça a des coûts. Et donc, il faut effectivement penser que aller vers une économie décarbonée, et c'est d'abord un investissement en capital important et aussi en accompagnement social. Je pense il y a plein d'exemples aujourd'hui sur la fermeture des mines de charbon en Allemagne, en Espagne, et au fond, comment gérer ça. Donc, pour l'instant, ce que nous disent les économistes, c'est qu'aujourd'hui, étant donné les innovations technologiques qui sont maintenant en train d'être mûres, l'hydrogène n'étant pas dans ce cas-là encore, parce que ça, c'est quand même encore un peu loin, même s'il y a des trains à hydrogène qui circulent déjà en Allemagne, et il y a des camions à hydrogène qui circulent déjà aussi. Enfin, c'est pas non plus c'est pas 2050 la technologie, c'est plutôt dans les 10 prochaines années. Il y a quand même une interrogation parce qu'il faut qu'on fasse cet effort d'investissement, parce que si c'est juste corrigé par des instruments fiscaux, on n'y arrive pas. Ça va trop lentement. C'est pour ça d'ailleurs que sinon il faudrait augmenter une taxe carbone très très fort, je vous rappelle en Suède, mais parce qu'ils ont fait une réforme fiscale il y a 30 ans, très très profonde, et qu'ils peuvent supporter ce taux de carbone qui leur permet d'ailleurs de décarboner l'industrie lourde. C'est très intéressant. En Suède, on a lancé les premières usines de fabrication d'acier à zéro carbone. Donc le secteur qu'on pense normalement on ne peut pas y toucher. Donc ça va venir sur le ciment, etc. Donc on est en plein réflexion et il y a des traditions économiques différentes. Nicolas Stern, l'économiste du climat très connu, dit, et en plus,
c'est illusoire de penser qu'on peut continuer la croissance si on n'arrive pas à décarboner. Parce que tout simplement, le coût du changement climatique, Jean-Pierre Cabrol l'a dans certaines régions, mais aussi en France, ça va être juste trop élevé. Donc on aura des pertes en capital d'infrastructures. Et je le vois, enfin je m'emballe, je le vois dans certaines régions, notamment les petites îles qui sont les plus affectées déjà par le changement climatique. Donc pour elles, c'est maintenant. D'une tempête à l'autre, l'investissement sur les routes, les ponts, les voies ferrées, il est détruit par les tempêtes. Donc les pays s'endettent pour pouvoir financer, c'est normal, leur investissement. Et avant même qu'ils aient vraiment pu rembourser, le capital est détruit. Donc il y a un appauvrissement du capital, notamment technique et d'infrastructure. Et je ne parle pas du capital social, les maisons détruites. Donc et ça, dans le raisonnement économique, parce que c'est du long terme, c'est très difficile. Donc on se bat beaucoup dans la profession qui est la mienne d'ailleurs, pour savoir combien ça... C'est très très clair dans le plan de relance et au niveau européen. Est-ce que ça vaut le coup de tout mettre du plan de relance dans les activités qui déjà génèrent la transition, ou est-ce qu'il vaut mieux, on l'a vu sur la discussion sur Renault, sur Air France, bon, c'est des choix politiques compliqués, personne n'a la recette, mais il y a vraiment des scénarios aujourd'hui de plus en plus nombreux, et je peux tout à fait vous communiquer ceux qui ont été publiés pour la France, mais aussi pour certains pays européens, où on a un taux de croissance, en tout cas similaire à celui qu'on espère avoir après la crise, et une croissance qui, elle, permet d'aller vers ce calcul de réduction des émissions d'ici 2050. Bon, alors, et du coup, mais on a besoin d'un énorme effort de recherche et de débat entre les économistes là-dessus. D'ailleurs, moi, ma fondation finance le plus possible de scénarios pour qu'on y retrouve quelque chose. Sur le volet européen des importations, je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que Ronan Dantec. C'est vrai que tous les sujets, habitat, transport sont de la politique domestique. L'Europe, ça finance, ça produit des normes, et après, les gens les appliquent comme ils veulent. Mais je vois quand même une grande convergence sur les modèles. Comment on décarbone le transport privé aujourd'hui? Il n'y a plus de questions. Tout le monde va aller vers l'électrification plus ou moins vite. Et donc le problème, c'est le réseau électrique et les infrastructures de bornes. Mais on va plus loin aujourd'hui. Regardez les réflexions sur les villes européennes, en particulier, c'est la voiture, c'est bien, mais en même temps, il y a ce problème de la pollution de l'air et de l'espace public. Et donc, on est en train de réfléchir, toutes les villes européennes sont dans les mêmes affres, parce qu'évidemment, c'est pas facile, sur comment on enlève les voitures, où est-ce qu'on les réserve, est-ce qu'on a des transports de substitution. Personne n'a la recette miracle, mais je vois que dans toutes les villes européennes, la discussion est ouverte. Milan, Florence était partie de notre union, mais enfin, ils continuent à y penser. Donc, je vois quand même, malgré la spécificité des politiques domestiques, une grande convergence sur à quoi ça doit ressembler. Et d'ailleurs, je pense que, je sors de mon rôle, un Green Deal français, c'est le moment d'y réfléchir, à quoi ça va ressembler. Et je trouve que du coup, on a une Commission européenne qui, parce qu'elle réfléchit sur ce Green Deal sur tous les secteurs, je crois que ça va être beaucoup plus intéressant que de réfléchir seulement aux tonnes de carbone, enfin avec une préoccupation uniquement climat, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose de plus large. Et du coup, je vois bien que sur les chaînes de valeur internationales, et ça comporte évidemment cette question du transport just in time. Il y a bien sûr la déforestation, il y a plein de dimensions, mais il y a aussi le fait que dans le moment où nous sommes, la relocalisation de certaines chaînes de valeur paraît importante du point de vue, vous avez certainement écouté et participé à ce débat sur la souveraineté économique européenne ou nationale, dont on voit bien l'enjeu de se rendre plus indépendant des chaînes de valeur, qui veut dire aussi certaines transformations technologiques, on le voit, elles sont à l'œuvre, et aussi des décisions sur abandonner le colis Amazon dans la journée. Ça va pas aller, ça peut pas fonctionner en même temps. Enfin, il y a des choix à faire, et ces choix peuvent être tout à fait débattus. Et on ne peut pas à la fois favoriser le commerce de proximité dans le centre des villes pour les revitaliser et se dire qu'après tout, la seule solution, c'est Amazon et le colis dans la journée. Il va falloir faire des choix. Et ça c'est un choix de société et de débat politique.
Donc je trouve que alors cette question du transport de marchandises est passionnante. D'abord parce qu'on avait l'impression que c'était impossible d'y toucher. Moi, je vois quand même dans la réflexion européenne qui était compétition à outrance, mauvaises conditions de travail de beaucoup de salariés dans ce secteur, quelque chose qui se dit quand même on a un atout en Europe, c'est la connectivité des territoires et après tout, est-ce qu'on ne doit pas se relancer dans un grand effort d'infrastructure ferroviaire européenne? Je pense que c'est le moment, technologiquement, du point de vue industriel et du point de vue de la santé, de la pollution de tous. Par ailleurs, alors il y a un autre modèle alternatif, on le voit aux États-Unis. Monsieur Elon Musk, là, qui fait les titres parce qu'il a doublé sa fortune en un an, ça, il a de la chance. Il a parié sur le camion électrique et il y en a. Alors, quels sont les effets de ces comment on fait? Bon, mais on voit que on est en pleine explosion le transport ne sera plus comme avant. Donc, est-ce que nous, la France, l'Europe, Paris, d'abord sur le ferroviaire, qui est très compliqué, on le sait, vous êtes beaucoup plus expert que moi là-dessus. Et je me souviens quand j'étais à Matignon, les pessimismes de savoir sur le report modal. Mais en même temps, on a une évolution technologique qui arrive. Il faut de toute façon, et je crois que les transporteurs, c'est normal qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas, c'est tout à fait logique. Tous les secteurs, ils travaillent tous les jours. C'est comme de dire aux pêcheurs que tout le monde défend l'activité qu'il est en train de faire, même s'il voit les changements nécessaires. Mais c'est pour ça qu'il faut un accompagnement, non seulement de régulation. On va avoir des normes sur les camions assez sévères d'ici le mois de juin 2021, puisque là, la prochaine étape de la mise en place du Green Deal, c'est quand même la sévérisation des normes sur les transports, y compris les transports de marchandises. Donc, l'aller-retour entre investissement et régulation est en train de se faire parce qu'on a ce cadre européen, pour finir de répondre à Ronan Dantec, qui nous oblige à converger. Les voies peuvent être différentes, mais il y a une voie européenne certainement de transfert modal et il y a une voie européenne aussi de technologie. Peut-être que l'hydrogène est trop loin, peut-être que la batterie électrique pour les camions va aller plus vite, mais il y a une réflexion. Mais de toute façon, comme pour les voitures individuelles, la sévérisation des normes va faire bouger le secteur de toute façon. Donc voilà, j'étais un petit peu longue et merci pour vos excellentes questions. C'est Cabrol. Oui, merci. Je veux bien réagir sur plusieurs points. La première, c'est de rappeler, ça paraît idiot ce que je vais vous dire, mais dans tout changement, qui n'est pas une volonté naturelle chez l'homme, il y a une période de transition qu'on n'a pas vécue jusqu'à présent. Donc, et c'est malheureusement la période la plus difficile. Donc, il y a des efforts qui sont à réaliser et cette période de transition est nécessaire pour pouvoir acquérir un minimum d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions, et je reviens sur le transport, en termes de déplacement, est-ce que c'est l'électrique, est-ce que c'est l'hydrogène ou autre chose demain? On n'en sait rien. On ne l'a pas vécu. Donc, il faut commencer par ça. Et c'est donc impérieux et nécessaire de le faire le plus tôt possible. Il y a une évidence qui est sortie au cours de cette convention, c'est que le modèle sociétal d'aujourd'hui ne fonctionnait plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité, c'est terminé, on a bien vécu jusqu'à présent, mais d'acheter 3 à 4 téléphones par an, de se déplacer comme on le souhaite avec le véhicule qu'on souhaite, d'habiter dans une grande maison avec un terrain immense. Voilà. Émettre du gaz à effet de serre, du CO2, c'est pas anormal en soi. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas trop en émettre, mais surtout d'avoir de la capacité de stockage. Et je vous parle de ça puisque je faisais partie du groupe Habitat, enfin plutôt se loger au sein de la Convention, on l'appelait comme ça. L'art détruit tous les 2 ans l'équivalent d'un département. C'est autant de capacité de stockage de carbone en moins. L'agriculture, c'est pareil, le fait de cultiver à outrance les terres, c'est émettre du CO2 et c'est également se couper de capacité de stockage. Voilà, c'est le point que je voulais rappeler. Et je voudrais revenir sur la partie transport. La partie transport, je transporte tous les mois 500 tonnes de matière plastique. Par camion essentiellement. Et par camion, en moyenne, on charge entre, 20 et 22 tonnes de matière. Je crois qu'il faut faire un distinguo entre le transport aux industriels et le transport aux particuliers.
on n'est pas sur le même type de véhicule. Et donc, a priori, la technologie future ne sera pas forcément la même. Peut-être qu'effectivement, sur la partie transport routier aux industriels, pour desservir des industriels, il s'agit de s'orienter vers l'hydrogène. J'en sais rien, je ne suis pas technicien et c'est peut-être la solution de demain, il faut faire des essais. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la technologie qui est apportée et qui fonctionne, aux particuliers pour livrer les colis Amazon, l'électrique fonctionne très bien. On est en regroupement. On est sur des plateformes de regroupement de ces colis, et ces colis sont ensuite distribués sur un secteur défini aux particuliers, et donc l'électrique fonctionnera très bien. Sur la partie des coûts, effectivement, le matériel, le remplacer, ça représente des coûts importants. Je ne connais pas précisément la valeur d'un camion, mais j'imagine que ça doit être relativement important. C'est un métier qui doit vivre une véritable mutation, et c'est ce que je vous disais, la période de transition passe par des efforts, par des mutations dans les différents métiers. Dans mon métier, je l'ai vécu. À une époque, la récupération, c'était aller offrir du service à un industriel ou un particulier pour les... C'est devenu un marché mondial et tellement important en termes de quantité qu'il a fallu s'organiser entre des prestataires de services, des industriels qui régénéraient les matières et d'autres professionnels qui les vendaient. C'est un peu pareil dans le transport. Dans le transport, aujourd'hui, on assiste à une bagarre de prix, c'est phénoménal. Moi, je mets en concurrence régulièrement tous les mois des transporteurs directs ou des affréteurs, et parfois des affréteurs sont moins chers que des transporteurs. Enfin, c'est un métier assez compliqué, que je ne ferai pas d'ailleurs, mais je crois qu'il y a effectivement, malheureusement, une mutation profonde à apporter dans ce métier. J'ai pas de réflexion particulière et j'ai pas de solution à proposer, mais il y a des choix qu'il faut accepter et il y a des mutations qu'il va falloir accepter. Le transport, à partir du moment où il coûte plus cher, dans mon métier, c'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que ce coût à la tonne plus cher, je vais le reporter à l'achat ou à la vente de mon produit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir du moment où tous les industriels du transport sont d'accord sur des tarifs, j'ai pas de souci majeur pour le faire. Voilà. Merci. Merci pour ces explications, merci pour ces réponses. Alors j'ai encore 12 demandes de parole, donc je vais regrouper, faire des séries de 6. Je donne la parole à Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président et merci à vous deux pour vos interventions. À titre personnel, j'étais assez dubitatif vis-à-vis de la Convention citoyenne. Je trouvais que c'était un gadget un peu démago, mais avec un peu de recul et notamment avec la commission d'aujourd'hui, je trouve que ça montre au moins l'intérêt de rencontrer des gens intéressants. Je voudrais vous remercier vraiment pour vos propos. Merci. En vous écoutant tous les deux, je me rappelais un ancien enseignant qui me disait « quand on ne veut pas entendre ». Et je trouve que là, par le biais de cette convention, on met les questions sur la table et on est obligé d'y apporter une réponse. C'est d'ailleurs le danger de cet exercice de démocratie participative. Le président Longeot l'a dit avec la diplomatie qui tient à sa fonction. Le projet de loi issu des propositions de la Convention dévoilée par le gouvernement le 8 janvier dernier a suscité de la déception. Il marque un recul par rapport aux mesures de la Convention citoyenne. Des propositions brillent par leur absence, comme l'obligation de rénovation thermique des logements, vous en avez parlé, ou l'interdiction de coupe rase des forêts, alors qu'elles avaient été plébiscitées par les citoyens. Les mesures de ce projet de loi ne font pas l'objet d'évaluations climatiques détaillées. Il faudrait pourtant que les hypothèses de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient claires, mesurables, pédagogiques et transparentes. Et j'en viens à ma question. Une question sur ce que j'appellerais la communication motivationnelle vis-à-vis de nos citoyens. Comment mettre en place un processus visible et lisible d'évaluation de ces différentes mesures pour tenter de déclencher un véritable sentiment d'appropriation individuelle, responsable et motivant de cet objectif collectif. Pour le dire autrement et de façon plus intellectuelle, comment transformer ce drame macro en véritable implication micro? Merci. Je vais donner la parole au Haut-Savoyard de service, Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs les coprésidents, votre rapport recommande une réduction de l'impact énergétique du secteur du bâtiment, notamment par le biais de la rénovation. C'est un sujet qui nous touche en Haute-Savoie. Bien évidemment, nous sommes nombreux à partager ce constat et cet objectif a été l'un des points d'orgue du plan de relance mis en place par le gouvernement. De nombreuses mesures allant en ce sens ont été intégrées au projet de loi de finances 2021.
Aussi, avez-vous pu vous pencher sur ces nouvelles mesures et si tel est le cas, vous semble-t-elle satisfaisante? Quels seraient les points améliorés pour atteindre un niveau de réduction suffisant? Par ailleurs, la question des financements des mesures que vous avez proposées se pose. Monsieur Blanchet, rapporteur général de la Convention citoyenne du climat, avait indiqué lors d'une précédente audition à l'Assemblée nationale que la finance ne faisait pas partie de votre mission. Même si vous avez eu l'opportunité de l'aborder à quelques reprises dans votre rapport, le fait que ce sujet n'ait pas été étudié plus en profondeur semble pourtant dommageable. Comment peut-on réfléchir à des mesures sans évaluer l'impact financier pour l'État et les ménages et la façon dont elles doivent être financées? Est-ce quelque chose qui vous a frustré lors de votre travail sur la Convention? Pensez-vous que ce manque est la raison pour laquelle plusieurs des mesures que vous avez proposées ont été modifiées ou refusées par le gouvernement dans le projet de loi qui a récemment été rendu public? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux pour l'éclairage sur cette Convention citoyenne pour le climat. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on est loin de faire les efforts pour réduire les gaz à effet de serre, surtout qu'on ne l'a pas mentionné, mais il va se rajouter un problème supplémentaire, c'est que nous allons avoir avec le réchauffement climatique la fusion du permafrost avec du dégagement de méthane, qui est un gaz encore plus puissant concernant l'effet de serre. Je vous ai bien écouté et ça m'a semblé être très intéressant ce que vous avez vécu dans cette convention citoyenne et notamment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai été professeur, l'information. Et l'information qui vous a été faite et qui a permis de réaliser ce qu'est le changement climatique. Et justement, je voulais vous demander comment pourrait-on faire pour que, puisque vous êtes tous arrivés visiblement sans avoir... vous aviez une idée sans doute peut-être du réchauffement climatique, mais sans avoir une idée précise de toutes les conséquences que cela pouvait avoir, y compris dans nos vies personnelles. Comment pourrait-on faire et quelles sont les idées éventuellement que vous auriez pour qu'on puisse communiquer? Et au sujet des efforts qu'il faudrait faire, est-ce que nous avons fait jusqu'à présent beaucoup d'efforts? Je parle de manière générale. Est-ce que la question du modèle économique n'est pas une question auquel on va se heurter? Et puis, je voulais vous demander aussi à M. Cabrol, parce que vous avez l'air d'être passionné, si c'est le cas de tous les citoyens qui étaient là, et comment vous avez échangé. Est-ce qu'il y a une espèce de consensus qui est sorti de là avec une assemblée qui était donc toute concernée par le sujet, vraiment? Et puis, dernière chose, comme vous avez mentionné, Madame Toubiana, on décale dans le temps, mais finalement, on n'a pas le temps. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et notamment aussi sur la stratégie nationale bas carbone, qui n'est pas la feuille de route de tous les ministres. Ça, nous en sommes rendus compte. Et notamment quand nous portons des amendements sur la précarité énergétique et sur la nécessité d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur les rénovations thermiques. Et nous nous heurtons à des avis défavorables. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Martha de Cidrac. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Toubiana, Monsieur Cabrol, d'être avec nous ce matin. Je salue profondément le travail qui a été effectué par la Convention citoyenne, bien qu'il y ait quelques aspects qui me laissent encore interrogatifs. Donc, je pense que la réunion de ce matin nous permettra peut-être en tout cas pour ma part, d'enlever certains. Je ne vais pas revenir sur, parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais à la lecture de votre travail, certains pans, en fait, de la transition écologique semblent moins traités, en tout cas moins évoqués dans le travail, dans le rapport définitif, alors qu'il me semble qu'ils sont primordiaux. Le président Longeau a évoqué évidemment le travail que nous avions nous-mêmes effectué au Sénat autour de l'empreinte environnementale du numérique, mais moi je ne vais pas revenir là-dessus, je voudrais vous en poser sur un autre sujet qui est la question énergétique, tout simplement. Si plusieurs mesures se concentrent sur l'aval et la phase de consommation, les moyens de production sont en réalité très peu évoqués dans vos travaux, alors que c'est un aspect essentiel si l'on souhaite atteindre la neutralité carbone, comme cela a été déjà rappelé à la fois dans vos propos et dans les questions de mes collègues. Donc ma première question est, en réalité, qu'est-ce qui a poussé la Convention citoyenne à ne pas investir pleinement ce terrain-là? Et du coup, ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que vous aviez eu tous les moyens nécessaires pour réaliser finalement le chiffrage en empreinte carbone de vos propositions, puisqu'on a
on a évoqué des pistes, mais en réalité, on n'a pas de quantité, on n'a pas de chiffrage précis là-dessus pour justement atteindre tous ces objectifs. Et donc, si vous avez eu ces moyens-là, quels sont-ils en réalité? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point-là? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Tubiana et Monsieur Cabrol pour votre présence parmi nous. Et puis, je voudrais vous remercier d'avoir pris et donné de votre temps pour participer à un exercice dit de démocratie participative. Et je voudrais, moi, bénéficier de votre éclairage, puisque vous avez réfléchi à cette question sur 3 comment. Le premier, alors le Savoyard que je suis, qui vit, oui encore, et qui vit sur la métropole de Lyon, qui s'est exilé sur la métropole de Lyon, constate que quand on regarde les effets des particules fines sur le problème de la santé, notamment auprès des plus jeunes de notre population, en 10 ans, les problèmes pulmonaires ont augmenté plus de 20%. Donc c'est un problème réel. Et tout à l'heure, Madame Tubiana, vous avez dit choix partagé. Et donc, il y a nécessité d'aller vers une zone à faible émission. Et comment concilier cette orientation dans une agglomération comme la nôtre sans chasser ou exclure les foyers les plus modestes de nos centres-villes qui n'ont pas forcément les moyens du jour au lendemain de changer leurs voitures qui sont souvent les plus polluantes. La deuxième question, j'ai été président pendant quelques années d'un grand parc de 2400 hectares qui accueillait le samedi et le dimanche chaque jour 50 000 citadins et j'avais la problématique de la protection de la biodiversité des écosystèmes sur ce grand parc. Et surtout, notamment, tout ce qu'on appelle zone sèche et zone mine. J'ai fait appel aux services de l'État et je me suis rendu compte que ces services n'avaient pas forcément les moyens de mettre en œuvre et de contrôler. D'où une question, comment se donner les moyens de nos politiques publiques ambitieuses en matière de protection de l'environnement? Dans le projet de loi, c'est mon troisième comment, on aborde la question de l'artification des sols. Sur le département où je vis actuellement, plus de 50%, mais je crois que c'est une règle, on n'échappe pas à une règle générale, de nos agriculteurs, d'ici 5 ans, vont prendre leur retraite. Et quand 4 jeunes viennent à l'agriculture, 3 ne viennent pas du monde agricole, mais viennent du monde entre l'artification des sols. Et je me pose la question, comment lier aussi cette question à la nécessaire réflexion sur une loi foncière pour faciliter la transmission des terres agricoles. Voilà mes 3 questions comment. En fin d'année, on va se tenir la COP26 et je voudrais savoir ce que vous en attendez. Merci. Merci. Alors pour terminer cette série de questions, je donne la parole à Madame Saint-Pé. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Madame la coprésidente, Monsieur le coprésident, merci pour votre présence ce matin parmi nous. Ma question s'inscrira un peu dans le prolongement de la question de Martha de Cidrac, à savoir que dans le rapport final de la Convention citoyenne, vous ne mentionnez que marginalement la méthanisation, sans vraiment évoquer l'utilité que peut remplir le biogaz dans la transition écologique. Or, cette énergie qu'est le biogaz, elle n'est pas intermittente, contrairement à l'éolien ou au photovoltaïque. Cette énergie valorise les territoires de France et cette énergie coûte peu cher aux consommateurs. Et Madame la Présidente, j'ai vu, parce que vous l'avez dit dans votre propos introductif, vous êtes quand même très sensible aux 14 millions de précaires que nous avons actuellement en France. Et je crois que tout cela doit guider aussi de votre réflexion. Donc ma question est claire. Pourquoi dans votre rapport avez-vous cette apparente réserve quant au biogaz? Et je considère pour ma part que nous avons le devoir de réussir aussi l'acceptabilité sociale de notre mutation écologique et énergétique. Je vous remercie. Merci. Qui commence, Madame Tobiana? Monsieur. Peut-être que, comme il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de questions sur
l'évaluation à des mesures et que ça n'est pas mon rôle, bien sûr, et c'est le rôle des citoyens, je proposerais que Jean-Pierre Cabrol commence, et puis je bouclerai sur les éléments qui sont plus de mon ressort. Très bien. Avec plaisir. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Il y avait une première question sur la rénovation de l'habitat et les mesures qui avaient été prises de votre part, monsieur le sénateur, excusez-moi. Et vous avez posé une deuxième question que je n'ai pas eu le temps de noter, donc on y reviendra peut-être après. Sur la rénovation de l'habitat, et donc c'est un sujet que je connais bien puisqu'effectivement je faisais partie du groupe Se Loger, on a écrit dans notre rapport la nécessité de rénover obligatoirement l'intégralité des habitations. On a défini des seuils. Il existe aujourd'hui des seuils A, B, C, D, E, F, G pour définir le critère de conformité de l'habitation. Donc il nous est apparu évident au travail qu'effectivement, rénover en global avait plus d'efficacité. D'une part parce qu'effectivement le résultat est immédiat et secondement, le dimensionnement des travaux qui sont à réaliser étant faits ensemble permettent plus d'efficacité sur le résultat final et attendu. Dans le projet de loi, on n'en parle pas, effectivement, puisque ça touche, aujourd'hui, on a plusieurs catégories. On a des catégories d'habitation, alors que ce soit des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, hein, on s'entend, qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. Et aujourd'hui, on s'est aperçu, en travaillant ce sujet, qu'il fallait rénover, pour être dans les clous, 500 000 logements par an, à minima. Ce qui représente un peu d'argent. Et je crois que c'est là où le bas blesse, puisqu'on parle sur 10 ans de 150 milliards qu'il faut. Alors 150 milliards, c'est le coût des travaux, c'est pas le coût des subventions qui sont à donner, hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, ce qui est évident, c'est que, je l'ai dit au départ dans mon introduction, la partie habitat, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça paraît quand même assez essentiel. Et je vois, moi, autour de chez moi, alors on est dans une situation particulière dans la vallée de l'Arve, mais il y a encore beaucoup de chauffage au fioul. Il y a encore beaucoup de cheminées qui ne sont pas flammes vertes, c'est-à-dire qui polluent énormément. Donc tout ça sont des coûts. On estime à peu près le coût moyen de la rénovation des habitats est de l'ordre de 40-50 000 euros. Donc effectivement, c'est problématique pour les foyers les plus modestes. Mais c'est pas impossible. Et puis, comme je disais au départ, la période de transition est nécessaire et l'effort est nécessaire aujourd'hui, puisque demain, ça sera un peu plus pire, hein, et donc forcément un peu plus coûteux. Vous aviez une deuxième question. Alors, sur la partie habitat, enfin rénovation globale, je voudrais juste finir sur un point. C'est les mesures que l'on avait écrites. C'est commencer par faire un diagnostic de ce qu'il est nécessaire de faire, c'est choisir des artisans qui sont conformes, et on souhaitait au maximum travailler avec des artisans locaux et des circuits courts au niveau des matériaux pour limiter l'impact carbone. Et puis c'est suivre le travaux, c'est-à-dire qu'il faut organiser un travail entre tous ces artisans, et puis à la fin de ces travaux, faire un constat de ce qui a été fait et constater oui ou non si on était dans les clous. Donc c'est pour ça qu'on avait écrit toute une série de mesures sur les guichets uniques qui nous apparaissent assez essentielles, qui est une mesure interdépendante de la rénovation globale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas acté par le gouvernement, je ne sais pas où on en est. Il y a un comité de pilotage qui est organisé par le patron de la Caisse des dépôts et consignations pour trouver des systèmes de financement possibles. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, si ce n'est qu'on est en cours de travail et qu'aujourd'hui, rien n'est acté dans la loi. Vous aviez une deuxième question que je n'ai pas pris le temps, que je n'ai pas pu noter. C'est par rapport au financement qui ne faisait pas partie de la mission et si ça ne créait pas justement des frustrations, et également que des mesures ont été enlevées entre vos propositions et le projet de loi par manque de financement. Oui, ça c'est une certitude. Donc ça ne faisait pas partie de la mission, et puis le temps, même si ça faisait partie de la mission, le temps nous aurait manqué. Le travail était assez important, on a passé cette session, ça représente quand même 9 mois de travail. On n'avait pas le temps de travailler dessus. Et effectivement, la partie financement, surtout par rapport aux sommes dont on parle, il faut avoir un minimum de connaissances sur le sujet. On a émis des pistes possibles pour récupérer de l'argent pour permettre ces financements et aider ces foyers les plus modestes. Mais on n'est pas allé très loin, effectivement. Et en concernant la réduction des mesures dans le projet de loi, il y a, moi je ne suis pas politique, donc je ne sais pas la façon dont ça se passe entre les différents ministères concernés au sein du gouvernement, mais j'imagine que chacun ferraille par rapport à son territoire, et qu'entre l'économie et le MTE, ça n'a pas toujours été évident. Donc je suppose qu'effectivement des mesures ne sont pas passées par manque de financement ou par priorité budgétaire. Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet.
Je voulais revenir sur ensuite une autre question qui était comment communiquer sur le climat et les gaz à effet de serre. C'est ce que je disais au départ, effectivement. On avait un petit peu de notion du climat, mais encore une fois, ça s'arrêtait au bout de notre jardin. C'est-à-dire que tous les jours, ça ne changeait pas notre vie. On continuait à prendre notre voiture diesel ou essence, avec plus ou moins de chevaux, et puis on allait s'acheter un téléphone portable quand on avait envie. Bon, bref, rien ne change dans notre vie traditionnelle. À l'inverse, après avoir participé à la Convention citoyenne sur le climat, ça a profondément impacté nos vies à tous. Comment communiquer? Et je pense que c'est un élément essentiel. Je pense que tout Français est capable de comprendre ce qu'il est nécessaire de faire pour le bien-être de tous et les générations futures. On a pensé, nous, à des carbon scores sur les produits. Donc je crois que ça fait partie des mesures entre France Relance, le plan France Relance et le projet de loi climat. Mais ça me paraît indispensable de communiquer sur le sujet. Et puis par ailleurs, moi j'ai en souvenir, quand j'étais tout petit, il y avait une pub qui passait à la télé régulièrement qui était, on voyait des gens qui jetaient leurs déchets par la fenêtre. C'était le début où on partait en congé, on partait en vacances assez facilement. La voiture se démocratisait et tous les gens roulaient tous les week-ends et aux grandes vacances. Et en général, on voyait les gens vider leurs cendriers par la fenêtre, jeter leurs déchets par la fenêtre. Et il y avait une pub récurrente qui est passée comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en mémoire, j'étais tout gamin. On voyait des gens qui jetaient par la fenêtre leurs déchets et quand ils se retournaient, ils avaient une tête de cochon. Et ça m'avait marqué. Et j'ai vu aussi, non mais c'est curieux, et ça m'avait vraiment marqué, et j'ai vu une différence entre le début de ces publicités et aujourd'hui, c'est-à-dire que je me partage parfois entre la France et le Portugal. Au Portugal, c'est monnaie courante, les gens jettent leurs déchets par la fenêtre. En France, c'est devenu quand même assez rare. C'est vrai, et je pense que la communication et cette publicité a dû y faire. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais à un moment donné, il faut vraiment toucher les gens. Et ça, c'est plutôt une publicité intelligente, puisque vous avez peut-être eu dans votre rapport qu'il y en a certaines qui nous paraissent moins intelligentes. Celle-ci, pour le coup, est relativement essentielle. Donc, entre le carbon score et l'information qu'il faut donner au public, je pense que la publicité télévisuelle peut jouer un rôle essentiel. Voilà sur ce point. Il y avait une autre question qui était comment avez-vous échangé autour de la Convention et comment êtes-vous parvenu à un consensus? Alors l'échange s'est fait, on a vécu en autarcie, c'était des week-ends complets du vendredi au dimanche soir. En autarcie, c'est-à-dire qu'on prenait même le petit déjeuner le matin, on venait nous chercher à l'hôtel à 8h, on prenait le petit déjeuner, on déjeunait sur place, on dînait sur place, des fois on terminait, moi j'ai fini, parfois il était 1h du matin, on nous ramenait à l'hôtel avec notre bus, donc c'était vraiment en autarcie. Et je me souviens que le premier midi du premier vendredi, on est allé à la cantine du CESE. Et là, je faisais la queue, donc on ne se connaissait pas tous. Et derrière moi, il y a un type charmant que je connais un peu plus maintenant, qui s'appelle Hugo Olivier, qui dit « Moi, j'ai trouvé la solution, on va supprimer les avions. » Et donc, je me retourne vers lui, je lui dis « Ça va être compliqué quand même pour voyager. » Il me dit « Non, mais c'est pas grave, on va remettre en place des montgolfières. » Et puis, j'ai dit « Par contre, il va en falloir beaucoup. » Il me dit « Ouais, c'est... » Et on a commencé à discuter, et puis à la fin, il me dit « Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. » Voilà comment ça s'est passé. Ça a commencé par le déjeuner, le petit déjeuner. Et puis effectivement, on avait ensuite un groupe de travail qu'on intégrait, dans lequel on avait des discussions peut-être un peu plus sérieuses. Mais malgré tout, il y a des idées farfelues qui sortaient, qu'on prenait le temps quand même d'écouter. Il y avait des idées plus intelligentes ou trop intelligentes qu'on prenait le temps aussi d'écouter, mais peut-être d'abaisser par rapport à la faisabilité. Et puis, il faut aussi rappeler quand même qu'on avait une équipe d'encadrants assez extraordinaire, temporiser un petit peu toute cette passion, tous ces débats, et nous guider un petit peu vers un cheminement plus logique à l'écriture de nos propositions. Ça commence par l'écoute, l'entente et l'écoute.